Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre 5e édition du podcast Leader créatif du Code Pegasus. En fait, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Claude Coulombe et j'ai très hâte de vous présenter Monsieur Coulombe parce qu'il a un parcours absolument fascinant. En fait, Claude, c'est un entrepreneur en série. Il est titulaire d'un doctorat en informatique cognitive après des études en physique. Il est issu d'une famille d'entrepreneurs, 5e génération en fait. Et c'est aussi la personne, si vous avez déjà utilisé l'outil Antidote, en fait, il est à la source de ça. Lui avait fait Correcteur 101 qui est devenu Antidote par la suite. Et ça, c'est une de ses inventions. Il a inventé tout plein d'autres trucs. Il a inventé des logiciels spécialisés en traitement de la langue naturelle, une machine pour déglacer les trottoirs, imaginez-vous donc. Il y a plein d'activités entrepreneuriales. Et récemment, il est à la base d'une nouvelle invention. En fait, il s'est inspiré d'un concept qui date de longtemps, longtemps et qui date, en fait, qui a été utilisé par des grands inventeurs de ce monde, les Dali, Edison de ce monde, et il a mis sur pied une nouvelle invention qui va nous parler un petit peu pendant le podcast. Mais je voulais vous le présenter aujourd'hui parce que c'est notre conférencier invité à notre prochaine soirée Pegasus, le 14 mai prochain. Et donc, j'ai l'honneur, Claude, de te recevoir aujourd'hui. Bienvenue parmi nous, bienvenue dans notre podcast et ça fait un plaisir de t'avoir. Ok, merci beaucoup. Alors, tu sais, Claude, que en fait, notre podcast, c'est sur le leader créatif et toi, tu es directement dans la créativité. On a appelé le titre de ta conférence La créativité augmentée. Et en fait, là, j'ai donné quelques pistes un petit peu sur ton parcours, mais je sais que tu as une mission qui est vraiment, vraiment importante et j'aimerais peut-être prendre quelques minutes pour que tu nous la présentes parce que je sais qu'il y a un lien direct avec la conférence et avec tout ce que tu fais en ce moment, évidemment. Donc, pourrais-tu nous parler un petit peu de cette mission-là qui te tient très à cœur en ce moment? En fait, je constate qu'on a un problème avec l'utilisation de nos capacités cognitives, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus entouré d'outils qui font les choses à notre place. On a aussi le problème de l'attention. Ça, c'est fondamental. Un cerveau humain ne fait qu'une tâche à la fois. On parle beaucoup du multitâche, mais ça, c'est comme marcher en mâchant de la gomme. La partie mâcher de la gomme puis marcher, c'est des choses qui sont automatisées parce que c'est des apprentissages qui ont été faits il y a très longtemps, qui sont dans nos réseaux de neurones et c'est quasi automatique. Donc, on ne réfléchit pas. Mais de la minute qu'on doit réfléchir, qu'on doit porter notre attention, on est capable de faire une seule tâche à la fois. Et Mhm. quand on fait du multitâche, c'est-à-dire qu'on alterne avec une nouvelle tâche, et là, il y a comme un délai pour passer d'un contexte à un autre. Et il est plus ou moins important dépendant des gens, et il est plus ou moins aussi important dépendant de la tâche et de la profondeur de l'attention, de la concentration qu'on y met. Et ce que je constate, c'est que ces outils-là, entre autres les réseaux sociaux, ça a beaucoup d'atouts, mais ça a aussi le problème de nous, en fait, de monopoliser notre attention et Mhm. ça nous enlève un pouvoir de concentration. Et c'est la même chose pour les outils d'IA. Moi, je suis un spécialiste en intelligence artificielle, mais j'ai aussi des connaissances puis de la formation en neurosciences, d'où le fait que je suis diplômé en sciences cognitives. Donc, on touche à la psychologie, on touche à la linguistique, on touche évidemment à l'informatique et à l'intelligence artificielle. Et on met tout ça ensemble. Puis là, je me rendais compte que il y avait un problème aussi au niveau des facultés cognitives, l'utilisation accrue des outils d'IA, en fait, génératifs, nous amène à non seulement être moins attentifs, mais aussi à déléguer, si on veut, de la capacité cognitive à des machines. Et puis, tranquillement, ça s'émousse avec le temps. Et je suis pas mal convaincu que tout le monde qui a fait l'expérience de l'utilisation des outils d'IA générative ont eux-mêmes constaté que tranquillement, ils commençaient à être moins à l'aise avec les choses qui confiaient uniquement à l'IA. Ouais. Et donc, il y a vraiment on va dire, un compromis à faire entre conserver son cerveau en bonne santé, donc s'entraîner, un peu comme on entraîne nos corps pour résister en fait à toute la facilité qu'on a autour de nous, le confort. On s'entraîne, on fait de la course à pied, on fait du vélo, etc., pour essayer de maintenir notre capacité physique, mais c'est la même chose pour notre capacité mentale. Et ce qui m'a amené aussi à m'intéresser à la créativité parce que je considère que c'est probablement le summum de l'intérêt, de la capacité cognitive d'un humain, c'est la créativité. Mhm. On l'a vu avec des grands, tu en as parlé tout à l'heure, il y a des grandes inspirations. On parle du peintre Dali, là, surréaliste. C'est un type qui est extraordinaire. Là. Il y a pratiquement personne qu'on peut considérer comme plus créatif que Dali. Et il utilisait une technique qu'on appelle les siestes créatives.
Et la même chose pour Edison. Edison, c'est un inventeur, Thomas Edison, on dit que c'est l'inventeur de l'ampoule électrique. En réalité, non. Il a refait l'ampoule électrique, mais c'était des Canadiens qui avaient inventé l'ampoule Ah électrique. oui, Lui, bon, oui, mais OK. J'ai lui a toujours trouvé le pensé que c'était Edison filament. aussi. OK, C'est ça. Il a trouvé la composition du filament OK, pour que ça soit durable, alors que les inventeurs canadiens, les ampoules qu'ils faisaient ne duraient pas longtemps. Et donc, mais il a acheté le brevet, en fait, des OK, Canadiens. Et OK. oui, tout à fait. Mais ce qu'il a inventé, par contre, le phonographe, ça, c'est lui qui l'a inventé. Puis il a inventé aussi des appareils. En fait, il y a plus de 1000 inventions. C'est probablement l'inventeur qui a le plus de brevets. Je pense que c'est un record, là. En fait, c'est tout près de 1100 inventions. Et lui aussi, il pratiquait les siestes créatives, puis je vais expliquer ce que c'est plus tard. Et le dernier, puis là, le summum, parce que moi j'ai une formation de physicien, c'est Einstein. Évidemment, Einstein, c'est le summum de la créativité humaine, entre guillemets, scientifique. OK? Ouais. Et la créativité, on la retrouve partout. On la retrouve dans les arts avec Dali, on la retrouve avec l'invention avec Edison, on la trouve aussi en sciences avec Einstein, qui a imaginé ce qu'on appelait des expériences de pensée. Donc, il s'imaginait des choses et sans réaliser l'expérience dans un laboratoire, juste par la pensée, il pouvait pousser les concepts. Et ça s'apparente beaucoup aux sciences créatives. On pourrait dire que c'est de la rêverie créative. Donc, c'était un rêveur, notre ami Einstein. C'était quelqu'un qui dormait beaucoup. On sait qu'il dormait des très longues heures. Il dormait des 8, 10 heures et il traînait au lit, en fait. Puis on pense qu'il rêvassait beaucoup pendant ces périodes-là et c'est ça qui lui a permis d'avoir des idées aussi intéressantes parce que dans l'état entre le rêve et l'éveil, ce qu'on appelle l'hypnagogie. Okay? C'est un état où c'est le premier état du sommeil. Hein, on dit l'état N1, là, c'est le premier stade du sommeil. Eh bien, il y a une connexion entre l'état concentré, okay? Là où on porte notre attention, et l'état aussi du rêve, l'état qu'on appelle de base là, de notre cerveau, qui fonctionne un peu comment dire, d'une façon un peu aléatoire. Et ces deux modes-là se connectent à ce moment-là, au moment de l'endormissement, puis au moment de la rêvasserie. Et c'est ça qui donne des idées aussi créatives. Mais pour y arriver, il y a un processus parce qu'il faut être, premièrement, il faut être omnibulé par son sujet. Il faut avoir vraiment un besoin de résoudre un problème ou de faire une œuvre. Puis ce qui m'a amené à créer ce que j'ai appelé le capteur d'idées, Capteur d'idée. Eureka. Ouais. Oui. Et peux-tu, dans le fond, tu as le lien là, avec les neurosciences, parce que quand tu expliquais justement cette connexion-là qui se fait, est-ce que c'est juste de dire aussi qu'au niveau des ondes cérébrales, quand dans la vie de tous les jours, bon, on est dans notre mode bêta ou dans notre fréquence bêta et qu'on a besoin justement de changer cette fréquence-là, d'aller plus en mode alpha et tout ça pour avoir accès justement à ces portes-là de créativité qui sont plus difficiles, en fait, quand on est dans le faire et dans la performance et dans l'action tout le temps. Tout à fait. Les plus grands moments de créativité, puis là, il y a eu des livres qui ont été écrits. Entre autres, il y a quelqu'un qui a travaillé sur ce qu'on appelle l'état de flux ou l'état Ouais, du d'expérience flow, là. optimale. Ouais. Ouais, le fameux Mihail Csikszentmihalyi, ok, c'est un Hongrois, et qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Puis lui, il a vraiment mis ça de l'avant. Donc, l'état de flux, c'est-à-dire un état où on est à la limite de nos capacités, mais qu'on est toujours en évolution. Et donc, et où le temps passe plus. Hein. On a l'impression qu'on est tout seul au monde et qu'on est en face de notre problème ou de notre œuvre. Puis là, on ne voit pas le temps passer, mais on est extrêmement dans une atmosphère agréable et on a l'impression d'avancer et tout ça. Et ça, c'est tous des états de notre cerveau. Et comme tu dis, les ondes cérébrales, c'est aussi le résultat de la connexion de tous ces sous-réseaux qui créent notre conscience, qui crée notre fonctionnement cognitif. Et ces fréquences-là, en fait, on en reconnaît quelques-unes, mais tout ce mélange-là, ça reflète effectivement des façons de travailler de notre cerveau. Et c'est important de tenir compte de cela Ouais. pour performer. Et ce que je trouvais fascinant quand on s'était rencontrés la première fois, c'est justement c'est parce que c'est paradoxal, parce que toi, tu es vraiment les deux pieds directement dans l'IA et en même temps très, très conscient des, entre guillemets, dangers de l'IA au niveau de la créativité, au niveau de toutes nos fonctions cognitives. J'écoutais un webinaire dernièrement, la dame, elle disait, et ça revient à ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, elle disait, pour chaque
l'IA va nous aider va accélérer tout ce qu'on fait et va justement nous prendre un petit peu de cette créativité-là à petit feu sans qu'on s'en rende compte. Mais elle disait, pour chaque heure que vous passez avec l'IA qui vous a permis de sauver des heures et des heures de travail, bien, il faut que vous passiez une heure équivalente à faire des activités justement qui stimulent votre cerveau, de la lecture ou peu importe, mais que ça, il faut balancer. Tu parlais d'exercice physique tout à l'heure, de bicyclette, c'est un petit peu le même principe en réalité. Fait que c'est ça, conscientiser ça que je trouvais qui était fascinant, l'importance de ça. D'autant plus, Karine, que la loi du moindre effort est toujours là. OK? Ouais, Et ça, c'est contre notre propre nature, en fait, qu'on doit un peu se battre, puis avoir une certaine discipline. Et c'est pas tout le monde qui vont être capable de le faire, mais je pense que les gens vont découvrir ça, en fait. Ils vont voir que leurs facultés s'émoussent. Ils vont voir que, par exemple, la fenêtre d'attention, là, le délai, la durée pendant laquelle les gens sont attentifs, on le constate depuis plusieurs années, mais c'est beaucoup à cause des écrans et à cause, entre autres, des réseaux sociaux. On est de plus en plus, c'est étroit. Avant ça, quelqu'un pouvait. Les étudiants en cinéma, il y a une étude récemment qui est sortie. Les étudiants en cinéma à l'université ne sont plus capables d'écouter un film au complet, un long wow, métrage au complet. Ils n'ont pas cette wow. capacité d'attention. OK? Il Hey, c'est fou y ça. en a encore quelques-uns qui l'ont, mais en majorité, ce qu'on constate dans les écoles de cinéma, c'est que les propres étudiants qui font du cinéma ne sont pas capables d'écouter un film au complet. C'est trop lourd, ça dépasse leur capacité attentive. Wow. Et actuellement, on est rendu là, dans les petites vidéos, là, parce que j'ai fait des cours sur Internet, là, des cours massifs sur Internet. Et les durées là, recommandées, c'est de l'ordre de la minute à 2 minutes. Le temps idéal étant 1 minute 90 secondes. Mais au-delà de 2 minutes, là, tu commences à être dans le long métrage. Ouais. Les- Non, mais oui, oui, quand même. et Ouais. ça, c'est quoi? C'est la neuroplasticité. C'est que notre cerveau s'adapte aux tâches qu'on fait. Et Ouais. notre cerveau, il déteste garder des structures qui ne servent pas. Fait que Ouais. si on a des structures, des réseaux de neurones dans notre cerveau qui servent à faire des choses, par exemple, l'utilisation du GPS. Et ça, c'est démontré scientifiquement. L'utilisation du GPS cause une atrophie de l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une petite structure peut-être grosse comme mon pouce, là, qui est dans Mhm. le cerveau et qui, Mhm. euh, qui est absolument importante pour tout ce qui est mémorisation. Tout passe par l'hippocampe. Et on dit dans le jour, en fait, qu'on accumule les souvenirs dans l'hippocampe. Puis là, pendant qu'on dort la nuit, ces souvenirs-là sont redistribués dans le cortex. OK? Il y a comme un processus là, de captation et aussi au niveau de la représentation dans l'espace. Dans OK. l'hippocampe, on a des structures de neurones, il y a eu un prix Nobel pour ça, qui reconnaissent en fait les directions dans l'espace. Et ça, c'est entraîné par notre usage puis notre repérage naturel dans l'espace. Mais la journée où on devient dépendant des GPS et qu'on n'utilise que les GPS, et ça s'atrophie parce qu'il n'y a plus besoin d'utiliser ces réseaux-là. Et il y a aussi une autre légende qui dit que ces neurones-là vont être réutilisés pour faire autre chose, pour faire des tâches, entre guillemets, de plus haut niveau. La réponse, c'est non. Les réseaux de l'hippocampe, excusez, les neurones de l'hippocampe qui s'atrophient ne sont pas réutilisés pour autre chose. Ils sont tout simplement atrophiés et ça arrête là. La capacité est perdue. Ils ne sont pas réutilisés pour autre chose, c'est perdu. Donc, il y a un discours là, ah, c'est pas grave, on va faire des choses de plus haut niveau. Ça ne fonctionne pas. Et il y a une autre raison à ça, c'est que les processus cognitifs, ils s'empilent les uns sur les autres. Si on veut faire de la cognition de haut niveau, comme la créativité par exemple, ça repose sur des processus cognitifs plus simples, la mémorisation, le raisonnement de base. Et si ces choses-là ne sont pas bien établies, ben les briques de haut niveau, ils tiennent sur rien. Ça, Donc, c'est on en a pas de besoin fondation. d'avoir. C'est ça, ça prend une fondation. La mémoire est la base. Si on n'a pas de mémoire, on ne peut pas faire des tâches complexes de haut niveau, etc. À moins de tout noter, puis encore, c'est pas évident. Donc, on a un handicap. Donc, il faut avoir à la fois une mémoire quand même de minimale. Et par-dessus ça, à ce moment-là, les processus cognitifs de haut niveau peuvent exister. Et c'est comme quand les gens disent oui, oui, on va développer l'esprit critique. Mais l'esprit critique, ça ne se développe pas sur rien. Ça prend des connaissances pour pouvoir critiquer. Je veux dire, je ne peux pas Ouais. critiquer la science ou la philosophie si je n'ai pas de connaissances en science et en philosophie, puis que je pars d'une Ouais. d'une feuille blanche. Donc, il y a une Intéressant. importance. Oui, Oui, c'est toute l'idée de l'accès à l'information maintenant, les Google Facts et tout. Donc, les gens n'ont plus besoin d'accumuler de la connaissance parce qu'elle est disponible tellement rapidement. Donc, ce que tu dis en réalité, c'est que le cerveau est en train
de s'atrophier, de sorte qu'on est tellement habitué de faire des choses Puis moi, j'avais lu une étude dernièrement, je pense que c'était 2025 ou 2026, qui disait l'attention span, quand tu es en Oui, concentration, c'est 8 secondes. Donc, ouais, c'est vraiment ouais. tout petit. Donc, ça veut dire Mhm. que le cerveau, toutes les neurones et les connexions neuronales qu'il y a pour des tâches de longue haleine, de plus grande complexité, tout ça, il va se dire de plus en plus, j'en ai pas besoin parce que mon attention, elle Ouais. est nécessaire pour juste ça. Et donc, on Mhm. va perdre ce qui nous permet finalement d'être créatif et ce qui nous permet d'avoir le sens critique et toute la pensée stratégique et toutes ces choses-là à petit feu. Oui, Euh, c'est quelque chose d'insidieux. C'est pas quelque chose qui arrive du jour ouais, au c'est ça. lendemain, C'est ça. mais ça arrive vraiment assez rapidement. On s'est Ouais, rendu compte, entre autres, au niveau des radiologistes qui analysent des radiographies de patients avec des cancers, qu'au bout de 4 mois, si tu te dépends uniquement de l'IA, puis tu fais seulement valider rapidement ce que l'IA, tu perds une capacité à le faire toi-même. OK? imagine. Ouais, Ouais. C'est très rapide parce que le cerveau, ça, je comme parlais de la neuroplasticité. Si quelqu'un doit retenir quelque chose aujourd'hui, c'est ça, c'est qu'un cerveau, c'est pas fixe. Un cerveau, ça évolue et ouais, ça se reconfigure en fonction de l'usage qu'on en fait. Fait que si on le met au repos et qu'on le fait pas travailler, ben, il devient paresseux puis il perd des capacités. C'est normal. Heureusement, on a moyen de contrer ça puis de s'entraîner. Moi, mon objectif, premier c'était la créativité et ce que appelé le capteur de rêve, qui est basé sur des techniques qui ont maintenant été démontrées scientifiquement. En fait, les techniques qu'utilisaient Dali, Edison et Einstein, aujourd'hui, on sait que c'est fondé scientifiquement. Là. mhm. Il y a un groupe en France, en 2021, un laboratoire, c'est l'Institut du cerveau de Paris, qui a fait des expériences contrôlées et qui a démontré que l'utilisation des siestes créatives amenait la résolution de problèmes plus rapide. Et le taux, c'était énorme. Là. On parlait de 300 fois plus de gens qui résolvaient les problèmes après une sieste créative que dans un contexte normal ou encore si c'était profondément endormi. À ce moment-là, il n'y avait pas de différence. Mais s'il y avait une sieste créative, c'est-à-dire c'est un petit au moment où on s'endort, on se réveille, on est réveillé et on réfléchit, on donne nos idées et c'est des idées créatives, c'est des idées qui résolvent des problèmes. C'est sûr qu'on n'a pas toutes des idées d'Einstein, on n'a pas le cerveau d'Einstein, mais on a des capacités de Ben résoudre des oui, problèmes qui sont stimulés par l'utilisation des siestes créatives. ouais, Mais à long terme, l'objectif, c'est aussi de stimuler le cerveau à d'autres niveaux, ouais, au niveau, par exemple, de la résolution de problèmes, comme tu parlais, la lecture. Les gens sont plus capables de lire de longs textes. Hein. D'ailleurs, les journalistes ont réduit les formats parce que les gens, au bout d'une page, là, ils sont plus capables. c'est Ils ont incroyable. une fatigue Donc, donc, on est en train, c'est intellectuelle. ça, de perdre certaines de ces connaissances. Je me rappelle que ta mission, c'était de, entre guillemets, sauver les cerveaux aussi, de Oui, dire, là, entraîner on les est en... cerveaux comme on entraîne Oui, les les corps. entraîner. C'est ça. Oui, Oui, absolument. Et sans compter la dépendance qu'on est en train de créer, parce que tout à on a fait. déjà parlé du fait que là, les outils sont accessibles, sont pas si dispendieux que ça. Il y en a plusieurs qui sont gratuits et tout. Il va venir un jour où est-ce que tout ça va devenir beaucoup plus dispendieux. Et là, au moment de bascule, où est-ce qu'on va dire, là, cette dépendance-là, elle a été créée, on va perdre nos moyens, là, parce que là, on ne saura plus, si on a laissé ça s'atrophier, on ne saura plus Ça va comment être le difficile. rattraper. Bon, Oui. là, c'est là que tu vas dire, moi, je vais avoir des clients parce que les gens vont vouloir faire des exercices pour entraîner C'est leur ça. cerveau. Mais moi, je ne le fais pas pour avoir des clients, honnêtement. Je le fais parce que je vois venir ça, OK? Oui, oui, Puis c'est peut-être ma barbe blanche, là, la sagesse de l'expérience, puis c'est ça. de connaître le domaine des neurosciences, de connaître l'IA aussi et ses limites. Parce qu'il y a une autre chose, les gens se disent, ah, c'est pas grave, le résultat seulement compte. Sauf que ce qu'on se rend compte aujourd'hui, puis de plus en plus, il y a des études qui ressortent de ça, il y a deux choses. Les IA génératives, ce sont des idiots savants. Donc, puis pour détecter un idiot savant, c'est facile. C'est qu'en général, ils sont absolument extraordinaires sur des trucs complexes. Et pour des choses très simples, là, qui demandent juste le gros bon sens, c'est des idiots totaux. Et ils sont complètement idiots pour des choses simples là, que tout le monde dit, ben voyons donc. Et sur des affaires extrêmement complexes, c'est parce qu'on les a entraînés sur des problèmes complexes, parce que ça, c'est disponible. Il y a des textes sur Internet. On a même payé des gens. Il y a des gens avec des PhD qui sont payés pour entrer des situations qu'on va faire apprendre aux IA, OK, aux IA génératives. Et ils vont combler comme ça les trous. Ils voient, par exemple, récemment, on a vu que les systèmes de génération de code étaient faibles sur la cybersécurité. Donc, on les a fait s'entraîner sur des textes de cybersécurité, on leur a créé des problèmes, on les a entraînés sur ça pour résoudre ces trucs-là. Et là, aujourd'hui, on se retrouve avec des systèmes comme le fameux Claude Mythos,
qui est très bon en cybersécurité parce qu'on l'a informé énormément, mais c'est un couteau à double tranchant parce que si tu es bon en cybersécurité, tu es bon aussi en piratage parce que tu Ah connais les oui, failles et tu ben peux oui. donc les exploiter. Ouais. Mais, mais, mais c'est essentiellement ça, là. Ah, Et c'est ouais, c'est ça, c'est essentiellement ça le problème, c'est qu'on les a informés parce qu'on savait qu'il y avait une faiblesse dans le domaine de la cybersécurité. On les a donc entraînés en quantité énorme, là, puis ils ont des moyens énormes, hein. Ils paient des gens très cher, pas toujours, là, mais quand c'est ouais. des experts, ils les paient très cher pour résoudre les problèmes, pour les présenter d'une façon que ça soit, comment dire, pour entraîner les modèles. Puis une fois que les modèles sont entraînés, ben là, ils maîtrisent ces connaissances-là. Et d'autant plus qu'en informatique, c'est un langage qui est formel. Hein? Mm. C'est pas, il n'y a pas d'ambiguïté en informatique. Donc, Mhm. le langage informatique, ça se prête encore plus à un traitement automatisé par par des IA, parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, c'est pour ça qu'ils sont si forts en programmation, entre autres. Je disais dans une conférence dernièrement, je disais, on est en train, on utilise notre intelligence pour entraîner son intelligence en parlant de l'IA, là. Donc, on est en train Oui. de tout lui donner comme ça, sur un plateau d'argent. Puis, comme on dit en anglais, be careful what you Oui, wish for. Hein? Parce qu'à tout un à moment fait. Puis, donné, ça. pire Ouais, que ça, c'est qu'il y a des gens qui sont payés actuellement dans des entreprises pour entraîner des modèles qui vont les remplacer éventuellement. ouais, Ça, c'est ouais. cruel, là. C'est un point de Ah, vue OK. éthique, là. Ouais. Mm. Fait que, alors, là, ça m'amène à ma question à 1000, Oui. ben, pas à 1000 $, mais principale, c'est Mhm. en quoi la créativité, elle est si importante selon toi? Puis là, on a touché à plein de trucs. Mais tu sais, quand on voit ce que tu viens justement de dire, là, de se faire payer puis se faire remplacer, d'après toi, Mhm. c'est quoi la place de la créativité dans un futur rapproché? Ben, je pense que c'est une des dernières capacités cognitives humaines qui est au-delà. En fait, on sait que les. Bon, c'est ça aussi, là, je voulais parler de ça, c'est qu'on connaît les limites des systèmes d'IA en créativité. Il y a un professeur, entre autres, un spécialiste en créativité, en ingénierie de l'Australie, David Cropley, qui a fait une étude récente en novembre 2025 où il explique que la créativité des grands modèles de langue, là, les fameux LLM, là, Large Language Model, ça se limite à ce qu'on appelle la créativité d'un amateur. OK? Une Hum. créativité d'un amateur. Donc, pas un novice total, là, pas quelqu'un qui est absolument pas créatif, mais une créativité d'amateur, et c'est le niveau qu'il obtient. Puis là, il y a une démonstration mathématique de ça parce qu'on peut considérer que la créativité, c'est la capacité à produire, à réaliser des choses originales, nouvelles, et aussi que ça puisse résoudre avec efficacité. Donc, on dit créativité égale N, nouveauté fois E, l'efficacité. Et à OK? partir de cette formule-là, il arrive à démontrer que les IA, dans un premier temps, là, une IA auquel tu soumets un problème, okay, puis que tu lui demandes une solution, la créativité est plafonnée à 0,25. Disons que la créativité maximale, c'est 1. Un modèle de langue, il plafonne à 0,25. Et donc, c'est le quart de la créativité, si on veut, d'un humain très, Un très humain. créatif. Ouais. Le problème, c'est qu'à la plupart des humains, la créativité, ce n'est pas une courbe de Gauss. C'est une courbe avec, comment dire, une longue traîne. Okay? Donc, c'est symétrique. Donc, il y a une bosse au début, puis plus on est créatif, plus ça se réduit, puis ça devient ténu à long terme. Donc, je m'excuse de prendre des termes statistiques, mais un écart-type, deux écarts-types, trois écarts-types, Mhm. etc. Il y a Mhm. de moins en moins de monde, mais ce n'est pas distribué sur une courbe de Gauss, c'est une courbe avec une grosse bosse. Et donc, la plupart des gens, c'est-à-dire 67%, 66%, donc les deux tiers des gens, ont une créativité de type justement amateur au mieux. Et donc, ils ne voient pas, eux, l'intérêt de la grande créativité parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes capables de juger. Et c'est seulement le tiers des gens qui sont capables d'une créativité supérieure à une créativité amateur. Donc, un petit peu un problème de perception. Les gens voient des choses qui sont, en guillemets, communes comme des choses créatives, alors qu'en réalité, c'est juste standard, ordinaire, une créativité d'amateur. Mais Mhm. les grands créatifs, eux, qui sont à un écart-type, excusez, deux écarts-types, trois écarts-types, Ouais. etc., par rapport à la moyenne, et Ouais. ça, on la mesure avec des expériences de créativité divergentes. Là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça se mesure. Et c'est ce que Cropley a fait. Et il a démontré que les grands modèles de langue étaient plafonnés à la moyenne. Et c'est ce qu'on constate en général dans plein de mesures qui sont faites sur les grands modèles de langue. En général, ce qui nous sort, en fait, par définition, c'est des choses standards, des choses moyennes. Et donc, on se retrouve finalement à créer des choses ordinaires et à s'abreuver de textes ordinaires, de solutions ordinaires,
Et donc, là, ça nuit finalement à la créativité. Puis globalement, ça devient un peu comme de la musique, là, de la musique d'ascenseur. Là. Tout le monde écoute ça, mais c'est pas, personne va vraiment comment dire, avoir des grandes émotions à écouter de la musique Ouais, d'ascenseur. ouais. Et c'est ça un peu notre Fait que problème. tout ce qui fait en fait ce qui fait de nous un Mhm. humain, puis toute la créativité qui peut émerger justement du fait qu'on est humain, puis qu'on a ce cerveau-là et tout, en fait, c'est que ce que tu dis, c'est qu'à la longue, on va se contenter d'une créativité moyenne et on ne verra pas la différence Oui, non plus. exactement. La Fait qu'on plupart des on gens se voient pas la limite. différence déjà. Ouais, Mhm. ouais, ouais, Et ouais. donc, c'est une forme de médiocrité créative qui va s'installer. Mais bon, on peut lutter contre ça en étant justement, parce que moi, ce que je crois, c'est que le cerveau humain a une capacité créative qui est supérieure, nettement, parce qu'on voit qu'il y a des humains qui sont, pas tous, mais au moins le tiers des humains qui vont être meilleurs que des machines et qui vont aller même à 2 écarts-types, 3 écarts-types, c'est les grands créatifs. Et c'est à eux que je m'adresse, moi, avec, en fait, que mon produit, le capteur d'idées, s'adresse à des gens, je ne sais pas, moi, des Robert Lepage, des François Letourneau, des Louis-José Hood et d'autres, des créatifs, là, le monsieur du Bixi, là, dont j'ai oublié le nom, mais c'est aussi un très grand créatif. Là. On sait que le Bixi est considéré comme une des 25 meilleures inventions depuis l'an 2000. OK? Oui, C'est pas rien, là. ouais, j'ai OK? reçu l'inventaire. En fait, c'est le frère et la sœur, hein. C'est Oui, je pense. ouais, qui ont inventé cette technologie-là. Donc, Tout à fait. oui, absolument. Oui. À côté du iPhone. Ouais, exactement. Oui, c'est ça, à côté du. Donc, Ouais, pour moi, la créativité, c'est important parce qu'aussi, ça aide à résoudre des problèmes. Ça permet de créer des belles œuvres, évidemment, qui vont nous émouvoir et tout. Mais ça permet aussi de résoudre des problèmes d'ingénierie, des problèmes scientifiques. Et tout ça, comme on vit dans un monde de plus en plus complexe, on n'a pas besoin de moins de créativité, on a besoin de plus de créativité. oui, c'est Et ça. on a surtout besoin de cette créativité-là qui est à des écarts-types de la créativité ordinaire. Là. Donc, Ouais, même en termes de résultats, ce n'est pas une bonne idée de dépendre d'IA. OK? Parce que ouais, la créativité qu'on y exploite, c'est une créativité moyenne. Je ne dis ouais, pas que l'IA, un jour, ne pourrait pas avoir ces capacités-là, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. c'est pas le Et il cas. faut bien garder des champs aussi à l'humain. À un moment donné, là, il faut qu'on trouve notre place, nous, là-dedans. Et je lisais le Workplace Report je pense que c'était de Deloitte ou McKinsey, non, c'était Deloitte, je crois, 2025. Il listait les compétences finalement qui étaient de plus en plus importantes pour justement les leaders du futur. Puis la créativité, c'en était une. Il n'y en avait pas beaucoup, mais la créativité, c'en était une des très, très importantes. Le discernement, la créativité et tout. Donc, OK. Je donc vais prendre vas-y, deux, vas-y. trois minutes pour expliquer c'est quoi finalement la création et c'est quoi que mon invention. Oui, c'est ça, Le parce que tu vas capteur l'emmener. Tu vas D. l'emmener Oui, à ta oui, je vais conférence. l'amener. OK. J'ai même un objet fétiche, là. Qui est C'est ton œuf. l'œuf Eureka, qui nous permet de créer l'habitude des siestes créatives. En Mhm. fait, une sieste créative, je vais prendre le cas de Dali, qui est simple à comprendre. Dali, il faisait des peintures là, extraordinaires, là, des éléphants sur des échasses, des montres molles, plein de choses qu'il a créées. Et il a écrit un livre qui s'appelle Les 50 secrets magiques pour les artisans et les artistes. Et ça a été écrit en 1950. Il y a un chapitre où il parle de ce qu'on appelle la sieste créative. Lui, il parle de dormir avec une clé. En fait, ce que Dali faisait, il s'asseyait, mettons, en face de son chevalet avec sa peinture, ses pinceaux, et dans un fauteuil confortable. On s'imagine un fauteuil tout orné, là, parce que c'était un catalan. Là, et là, il tenait une clé dans sa main, et au sol, il y avait une assiette. Une assiette mettons, en fer, en tôle ou quelque chose comme ça. Et là, il y avait sa clé, puis là, il s'endormait tranquillement, il se laissait, s'assoupissait, il se détendait. Puis à un moment donné, puis il ne dormait pas beaucoup, donc il y avait un déficit de sommeil, ça fait qu'il tombait rapidement endormi. Et là, en tombant endormi, le réflexe normal, c'est qu'il y a une détente Musculaire. ouais, c'est ça, un relâchement musculaire. Donc, tu ouvres ta main, puis la clé tombe, elle tombe dans l'assiette, et là, ça fait un bruit. OK? Et ça le réveillait. OK? Et là, il allait, puis il continuait sur sa peinture, parce qu'il était justement concentré dans l'idée de faire son œuvre. Là. Puis Ouais. là, il y avait un contact à ce moment-là entre le monde du rêve et le monde concentré. C'est le moment où tu peux te rappeler de ton rêve. Ça arrive, en fait, c'est le matin quand on se réveille avec un rêve en tête. C'est parce que c'est le moment où on est capable, on a un peu du mode concentré qui nous permet de mémoriser ce que le mode rêve ou le mode par défaut du cerveau se connecte à ce moment-là. Donc, le moment
Ça peut être un moment eureka. C'est pour ça que souvent, le matin, on se réveille et on dit ah, mon Dieu, j'ai une idée géniale. Surtout si on s'est couché avec un problème dans la La soirée, veille. Ouais. la veille, on rumine ça, on se couche en espérant que ça ne nous empêche pas de dormir. Là. Mais puis là, le matin, souvent, on a des idées géniales, on a trouvé la solution. Moi, ça m'arrive des fois de me réveiller en pleine nuit avec la solution. OK? Ouais. Ouais. Ça me dérange tellement, là, je suis tellement actif, on dirait, dans mon rêve, là, que ça me réveille, puis là, j'ai la solution, puis là, je me dépêche de la noter. Et c'était ça, le principe de la sieste créative. Dans le cas d'Edison, lui, c'était un ingénieur. Hein? Fait que les ingénieurs, il avait dans ses mains, il s'asseyait encore là dans un fauteuil, en train de faire son brevet, tout ça, de réfléchir à ses inventions. C'est ça, c'est important d'être concentré sur son Oui, il faut que tu invention. sois prédisposé Oui, finalement. Tu prépares le oui, cerveau, en réalité. c'est Ouais, ça. c'est ça. Fait que OK, si je tu comprends. penses à des choses par rapport, entre autres à cause des réseaux sociaux, puis tout ça, tes préoccupations, puis tu es dérangé par Ouais, ouais, ouais. des notifications, puis des sonneries de téléphone, tu n'arriveras jamais à faire ça. Ouais, ouais, Mais là, ouais. si tu prends le temps de te reposer, tout Focus. ça, tu focuses, puis là, tranquillement, tu arrives à t'endormir, ben, Edison lui mettait des roulements à billes. Hein, c'est très ingénieur, là, un gros roulement à billes en métal, une grosse boule de fer dans sa main. OK? Mhm. Puis là, il s'endormait sur son invention. Puis là, à un moment donné, la boule tombait. Lui, il n'avait pas besoin d'une assiette. Là. Ça tombait sur le sol, sur le plancher. On imagine un plancher en bois. Là. Boum! Et là, ça le réveillait. Ouais, Et c'est là, le il même mettait. principe, c'est ça. Oui, exactement la Donc, même nous, on chose. va tenir ton œuf. Tout à fait. L'idée de mon invention, c'est simple. J'ai tout simplement transposé ça dans le C'est monde ça, d'aujourd'hui c'est et ça. j'ai voulu réduire les frictions. Entre autres, pas avoir à écrire ces idées. Parce que dès que tu commences à écrire, là, tu deviens dans un mode plus concentré et là, tout ce qui est rêve, il disparaît très rapidement. Ouais. Et donc, Ouais. l'idée, c'est de tenir l'œuf avec un grelot dedans. OK? Et j'ai une application mobile qui est sur un téléphone mobile et qui va, elle, Ouais, je l'ai téléchargé justement là, parce que tu es en mode bêta oui, en ce moment. Moi, je l'ai c'est acheté ça. ta version bêta. Ouais. Oui, exactement. Et là, toi, tu vas démarrer une sieste créative, puis là, tranquillement, tu vas t'endormir. Il va se mettre en mode écoute. Et j'ai utilisé l'intelligence artificielle à deux niveaux. J'utilise l'intelligence artificielle pour reconnaître un son de sonnerie ou un son de tintement. C'est vraiment ça, ça a une forme particulière, si on veut dire, en termes de reconnaissance de son. Ça a une forme particulière que je suis capable de filtrer avec un algorithme qui a été entraîné. OK, donc, un algorithme de reconnaissance qui est de l'intelligence artificielle. Et là, il reconnaît, puis ça permet aussi d'éviter que si quelqu'un tousse ou si quelqu'un passe, un chien aboie, ça ne va pas se déclencher. C'est Ouais. uniquement le son d'un tintement. Mais ça peut être une cuillère sur une tasse, ça peut être justement l'assiette avec la cuillère de Dali, ça peut être plein de choses. Et c'est aussi, évidemment, l'œuf avec un grelot dedans. OK? Donc, c'est la façon de générer. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu as ouvert ta main, que l'objet est tombé au sol, a fait un bruit de tintement. C'est détecté évidemment par ton téléphone qui est en mode écoute. Et là, il se met tout de suite en mode enregistrement. Et là, normalement, en fait, j'ai dit tout de suite, en fait, il va activer la sonnerie de ton téléphone, des fois que tu ne serais pas réveillé. La sonnerie sonne, là, ça te réveille. Puis là, si tu as des idées, et là, justement, c'est là un autre usage de l'IA, c'est que je fais la transcription automatique de tes idées. Donc, tu vas verbaliser tes idées. Donc, tu vas dire Mhm. tes idées de vive voix. Puis, il y a un modèle de langue qui est très semblable au grand modèle de langue dont on parlait tout à l'heure, génératif, qui va décoder puis transcrire la voix en texte avec une assez grande qualité. Et un autre atout, c'est que comme c'est des idées, c'est confidentiel, tout ça se fait sur ton téléphone Ouais, c'est et il ça. n'y a rien qui est envoyé sur un Sur le serveur. cloud. Ouais, il n'y a rien qui est envoyé sur le Puis dans cloud. ça, c'est vraiment Claude. Oui, oui, tout à fait. Tout est localisé dans Ouais, ton ouais, téléphone, donc tes idées ne partent pas de là. C'est analysé dans ton téléphone et le texte est généré et conservé dans ton téléphone. Après, tu peux faire ce que tu veux avec ton texte, tu peux le partager avec d'autres, ouais, etc. ouais, ouais. Donc, ça enlève une friction là, qui est d'aller sortir un crayon, commencer à noter. Puis il y a des exemples dans l'histoire où on a des savants comme ça qui ont eu des idées et qui ne se sont jamais rappelés de leur idée. Puis ils ont su qu'ils l'avaient rêvé, qu'ils avaient résolu le problème, puis ils n'ont jamais été capables de retrouver leur idée. Ah, mais tu vois, il y a un livre qui a été écrit par Melissa Gilbert qui s'appelle Big Magic, qui disait qu'une Mm -hmm. idée, dans le fond, c'est comme là, c'est comme une entité.
et elle se promène. Donc, s'il y a quelqu'un qui a eu une idée qui ne l'a pas pris, qui ne l'a pas saisie, elle va émerger chez quelqu'un d'autre à un moment donné. Puis, en fait, c'est vraiment fascinant, ce livre-là, parce qu'elle démontre à quel point des idées se transfèrent. Oui. Bref, Il y a des époques qui on- sont favorables à certaines idées. Là. C'est comme ouais, on dit, c'est le temps là, d'avoir cette ouais, idée-là. ouais, C'est sûr que si Einstein n'avait pas découvert la relativité, un autre l'aurait fait. probablement, oui. Il y avait tous Alors, les outils. Mm. Claude, le 14 mai, tu vas être avec nous à la soirée Pegasus. Donc, Oui, évidemment, le titre de la conférence, c'est Créativité augmentée. Et on parle de Dali Edison et des neurosciences. Donc, premièrement, qu'est-ce qui t'a inspiré à venir à cette soirée-là? Et là, on a déjà présenté un peu, j'imagine que tu vas toucher à la sieste créative pendant la présentation aussi. oui. Mais qu'est-ce qui va être un petit peu, juste pour donner un aperçu de ce dont tu vas nous parler et qu'est-ce qui t'a inspiré à venir parmi notre communauté? Ouais. Ben, en fait, c'est ça. Je m'intéresse beaucoup aux créatifs. Puis je pense que les gens que tu rejoins avec tes conférences, c'est vraiment des gens qui sont préoccupés. Donc, je Ouais, n'aurais pas besoin de leur expliquer que c'est important de la créativité dans leur c'est vie. ça. OK? Et je leur donne aussi un moyen de saisir leurs idées, de capturer leurs idées, mais aussi d'essayer de développer des rites. Parce que ritualiser les choses, c'est important si on veut en fait, c'est un peu comme la différence entre aller dans le champ, dans un bois, puis cueillir des trucs au hasard et cultiver. OK? Ouais, Donc, ouais. je vais dans le bois, puis je cueille des carottes sauvages au hasard, versus planter des carottes dans mon jardin. Donc, il y a une Et quelle récolte qui est plus intention grande. en arrière de ça? Oui, Qu'est-ce qui tout est à fait. l'intention? L'idée, Ouais. c'est de créer un rite. Le rite, c'est les siestes créatives. C'est non seulement quelque chose qui a été utilisé par des grands génies Inventaire? créatifs, Ouais. mais c'est aussi quelque chose qui a été prouvé scientifiquement. Donc, je vais Ouais. parler un peu d'expérience qui a été faite à l'Institut du cerveau de Paris. Puis aussi, ben, la suite, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Éventuellement partager des idées, avoir et je pense à créer un atelier créatif, OK? Et plus tard, entraîner les cerveaux, non seulement à la création, mais aussi à la résolution de problèmes. Mais ces choses-là se touchent. Hein? La Mhm. résolution de problèmes, c'est basé en grande partie sur la créativité. Ouais, ben oui. Puis je pense que, évidemment, étant donné qu'on parle tu vas parler de neurosciences, je sais que c'est dans le titre, mais la neuroscience en arrière, de la créativité, on l'a touché un petit peu au niveau Oui, de ce moment-là. Je pense que ça, c'est intéressant de toucher à ça, de comprendre justement la neuroplasticité du cerveau et oui. comment, oui, la créativité et en même temps de conscientiser les gens au niveau de l'intelligence artificielle, de ce qui est en train Mhm. de se dessiner devant nous. Et ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'intelligence, qu'on ne la veut pas. Non, De toute façon, c'est un incontournable maintenant. on est pris avec. Et on Comme vit on dit, avec, c'est ça. ouais, Mais c'est comment ouais. vivre intelligemment Mhm. avec et vraiment l'utiliser au bon escient et au bon moment, à la bonne Oui. place et au bon moment. Écoute, ce fut un plaisir, Claude, de te recevoir aujourd'hui en podcast et j'ai encore plus hâte au 14 mai de te recevoir en personne. Et pour ceux et celles qui nous écoutent en ce moment et qui sont jamais venus aux soirées Pegasus, donc je vous le dis rapidement, c'est des soirées de réseautage privé qui se font à l'Institut de leadership Beyond Words. Donc de 6 heures à 9 heures le soir, on a un beau buffet maison que je vais vous contacter et on a évidemment une partie réseautage et une partie conférence et Claude va être notre conférencier invité au mois de Puis, mai. si vous avez des questions aussi, là, ça me fera un plaisir. Je suis sûr qu'on va partir dans des conversations. Ah oui, c'est On- ça. Non, il ne faudra pas que tu fasses trop longue ta conférence Non, parce que je pense que l'intelligence artificielle, on avait reçu Alain oui. l'année passée et les gens avaient Mhm. tellement de questions là, donc garde-toi Oui, du temps pour les questions, c'est tout à sûr, fait. sûr, sûr Ouais. qu'ils vont en avoir. Donc Je suis bien merci beaucoup. conscient de ça. Merci. Merci Claude et à tout le monde. On espère se voir bientôt. J'espère que vous avez apprécié le podcast. À très bientôt tout le monde. Bye. Bonne journée.